Salut les fêlés! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fêlés, votre blessure vaut de l'or, le podcast où les coups durs deviennent des tremplins. Je suis Flavie Carrette et ensemble nous allons plonger, sans filtre, dans l'histoire d'un sportif de haut niveau qui, malgré des blessures marquantes, a su se réinventer et se dépasser. Ici, on explore l'humain derrière l'athlète, ses doutes, ses vulnérabilités et aussi ses victoires. On va découvrir comment cette épreuve a changé sa trajectoire et l'a aidé à aller encore plus loin. Préparez-vous à être inspiré par ce récit puissant. C'est parti! Aujourd'hui, j'accueille Lauriane Lamprin, médaillée de bronze aux championnats du monde et meilleure française en tumbling. Lauriane a vu son élan freiné par un grave accident au dos et une fracture du col du talus. Devenue maman, elle choisit pourtant de revenir au sport par la grande porte, celle d'un rêve d'enfant, le sprint. Son parcours est une ode à la patience, à la résilience et à la puissance d'un corps qu'on réapprivoise pas à pas. Bonjour Lauriane, merci d'être à mes côtés. Bonjour Flavie. Alors pour commencer, tu as ramené un objet. Peux-tu nous en dire plus et te présenter à travers celui-ci? Alors bonjour à tous. Donc je suis Lauriane Lamprin et l'objet que j'ai choisi, c'est un élastique. Un objet tout simple, mais je pense qu'il retrace un peu mon parcours, ma vie et le passé et le présent. Notamment en fait au niveau, je pense de la flexibilité puisqu'un élastique c'est relativement flexible et du coup ça s'adapte. Donc moi j'ai dû m'adapter par de nombreuses blessures, de nombreuses choses qui me sont arrivées et à chaque fois j'ai dû rebondir. Donc voilà, par aussi le travail, en profondeur, c'est qu'un élastique, voilà, ça permet de renforcer son corps et je m'en suis servie à l'époque du tumbling et là, maintenant au niveau du sprint et enfin, bien sûr, la résilience. Et la résilience, en quoi l'élastique justement le montre? Plus on le tire et plus il revient fort. Donc c'est un peu ce qui s'est passé puisque quand je me suis blessée au dos, j'ai pu revenir encore plus fort. Eh bien, on va démarrer dans le vif du sujet. Tu as justement dit que tu as eu plusieurs blessures. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus des différents contextes et on ira un peu plus en détail dans chacune d'elles? Alors, j'ai eu une grave blessure au dos. J'ai eu une fracture, vertébrale avec, arrachement des ligaments. Donc c'est-à-dire que la vertèbre, n'était plus maintenue, donc il y avait un risque que je, perde mes jambes. Donc du coup, ça a été quand même ma plus grosse et quand après j'ai voulu reprendre après ça, j'ai eu une fracture au niveau de la cheville qui m'a du coup handicapée, avant de pouvoir revenir, au haut niveau, en tumbling. Mmh. Et d'ailleurs, avant d'aller plus loin, le tumbling, c'est quoi? Parce que j'en ai parlé autour de moi et parfois on me dit: «Mais tu vas pas assez loin dans les sports, c'est quoi l'explication?» Donc le tumbling, je pense que ça fait partie des sports que peut-être certains ne connaissent pas. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un sport qui est peu connu en France, mais très connu à l'étranger. En fait, c'est une piste acrobatique où on enchaîne donc la piste fait environ 25 mètres avec 11 mètres de course d'élan et on va enchaîner, 8 acrobaties à la suite. Donc ça dépend de la Fédération française de gymnastique, mais c'est un sport qui est différent de la gymnastique artistique. D'ailleurs, tu as démarré par ce sport, plus jeune? Ou non, oui et non. En fait, j'ai fait plein de sports jusqu'à mes 12 ans. J'ai testé un peu tous les sports et en fait, c'est vers 12 ans que j'ai trouvé en fait, le tumbling où là, je me suis dit: «C'est ce sport-là que je veux faire et rien d'autre». Et pourquoi justement le tumbling? Qu'est-ce que ça t'inspire, C'était vraiment les sensations, de se retrouver en l'air, de tourner dans tous les sens, il y avait pas de chorégraphie comme on peut retrouver en gym. Il y avait vraiment que l'acrobatie, que des saltos. Du coup, c'est vraiment ça que j'aimais, plus que tous les autres. Enfin, voilà, c'est la seule chose qu'on pouvait retrouver dans ce sport qu'on retrouvait pas dans les autres sports et du coup qui me plaisait. Est-ce que ça fait partie une des, enfin un des sports justement qui peut être le plus dangereux en gym? Non, bah, non, en gym, c'est aussi dangereux parce qu'on peut, voilà, tomber à n'importe quel moment. Donc ça fait un peu partie quand même d'un sport un peu extrême parce que bon, voilà, les acrobaties, on monte assez haut, on tourne assez vite. Donc c'est un sport qui est dangereux, c'est sûr. Après le plus dangereux, je ne sais pas. Et dangereux, en effet, tu en as fait les frais.
Oui, 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 après voilà, on prend les précautions qu'il faut. On a des tapis, on a des longes, donc des élastiques, comme on peut voir à la fête foraine, pour apprendre, donc on a vraiment tout ce qu'il faut. Mais voilà, quand on passe en fait en mode compétition et qu'on arrive sur le dur, ben là, c'est là où il faut éviter de faire des erreurs et du coup, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Et beh, justement alors, parle-nous de ce moment un peu fatidique. C'était aux sélections pour les championnats du monde. Je revenais des jeux mondiaux qui sont en ce moment. En ce moment même, il y a les jeux mondiaux, qui se passent en Chine et donc moi, c'était en Colombie à l'époque et donc j'avais fait, voilà, pendant 1 an la prépa pour, les jeux mondiaux et j'ai eu très, très peu de repos et du coup, j'ai enchaîné sur la sélection pour les championnats du monde et en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de fatigue et à ce moment-là, en fait, j'étais, bah, sur le dur et donc j'avais pas le droit à l'erreur, sauf que j'ai commis une erreur. J'ai ouvert en fait, je suis partie en double salto et j'ai ouvert au milieu, ce qui fait que normalement, je pensais arriver sur les pieds, donc je pensais avoir ouvert après un salto et en fait, j'ai ouvert la tête en bas. Donc beh, j'ai fait un peu un piqué, sur le dur et donc mes jambes sont revenues et ça m'a plié en 2 en fait et ça a pété, ben, au niveau du dos, du coup. Et ça a été quoi ta première re réaction ou tes premiers ressentis, quand tu t'étais retrouvée, complètement pliée? Je me suis dit: «Oh non, j'espère que je vais pas perdre mes jambes». Là, c'est la première chose que je me suis dit parce qu'en fait, 1 mois, plus tôt, juste avant ma blessure, il y a un tumbler qui est tombé sur la tête et lui, ça a pété au niveau des cervicales et est devenu tétraplégique. Donc je me suis dit la première chose que j'ai pensé, c'est ça. Je me suis dit: «J'espère que, voilà, je vais pas perdre mes jambes». Donc j'ai demandé à ce qu'on me touche les jambes pour que je vérifie vérifier, en fait, que je les sentais encore. Ça a été vraiment mon 1er réflexe. Avant cette blessure, bon, tu parlais de fatigue. Est-ce que tu en avais conscience? Parce que bon, tu avais plusieurs épreuves, Oui, importantes? oui, j'en avais confiance puisque juste avant, en fait, en plus, ils avaient un peu modifié les modalités de sélection. D'habitude, on faisait nos 2 passages et c'était terminé pour la journée et là, je sais pas pourquoi, d'ailleurs, ça s'est pas reproduit après, hein. Ils ont arrêté, je pense qu'ils se sont dit: C'était une erreur». On a dû faire 4 passages donc en fait, nerveusement, c'est très épuisant et du coup, comme j'avais déjà cette fatigue qui était là et ben, j'ai fait mes 2 premiers passages où j'ai pété mon record de points, donc j'étais très contente et donc du coup, j'avais encore 2 passages où je redevais faire la même chose et là, je me suis dit: «Là, je suis quand même fatiguée». J'en ai parlé à mon coach. Il m'a dit: «Ouais, bah, c'est les 2 derniers, après, voilà, tu vas pouvoir souffler un peu. Les championnats du monde sont pas tout de suite, voilà, on va y aller mollo. Mais en gros, tu as pas le choix parce que tu dois montrer ton niveau». OK, bon, bah, j'y vais et bah, ça a pas pardonné dès le premier passage, c'est là que j'ai fait l'erreur. Et est-ce que c'est à ce moment précis où tu t'es dit: «Waouh, il va y avoir un vrai impact dans ma carrière» ou c'est pas tout de suite que ça vient cette réflexion? Non, je pense aux championnats du monde où je leur dis au revoir, parce que ça, je savais que c'était un laps de temps court, donc je serais pas remise parce que je savais pas ce que j'avais. Je savais que c'était pas cool, mais je savais pas ce que j'avais, donc je savais pas le temps que j'allais avoir et ce que ça allait engendrer. Mais pour moi, c'était pas terminé le timing, mais voilà, c'était quand j'allais pouvoir reprendre, ça, je savais pas. Donc ça m'a mis un coup moralement sur le fait de pas pouvoir faire les championnats du monde, mais c'est tout, quoi. J'en savais pas plus. Et du coup, ça a été quoi le chemin, bah, pour être diagnostiqué à la suite là de cet accident? La la phase hôpital qui a été catastrophique. Ah ouais. Non, ils ont clairement merdé complet, ils sont passés à côté, en fait, ils m'ont dit que j'avais une contracture du dos. Je leur ai dit: «Non, non, je peux pas me lever. C'est pas une contracture, je me connais, je connais mon corps, ce n'est pas une contracture». Bref, ils ont voulu absolument que je me lève, ils m'ont tirée pour me mettre debout. Je suis tombée dans les pommes de douleur, alors voilà, parce que, bah, ça faisait un petit peu mal quand même. Et là, ils se sont dit: «Ah bah mince, il y a peut-être quelque chose de plus important, on va peut-être l'écouter». Et donc là, j'ai refait des examens parce qu'en fait, sur les premiers, je sais pas ce qu'ils ont fait, ils voyaient rien, soi-disant. Et donc on a refait des examens et c'est là qu'ils ont vu qu'il y avait la fracture avec, arrachement des ligaments et qu'il fallait surtout pas me lever puisque ça risquait de faire bouger la fameuse vertèbre et donc je perds mes jambes. Donc à ce moment-là, j'ai eu de la chance, encore. Et du coup, voilà, le diagnostic tombe. Quelle est la suite, Ouais, après, bah, du coup, il le diagnostic tombe et c'est là, en fait, qu'on me dit: «Ben, ce sera 1 an et demi d'arrêt», et donc c'est là vraiment que je réalise et que je me dis: «Oh! Oh, bah, c'est compliqué ça». En effet, c'est beaucoup plus que ce que je pensais, beaucoup plus que ce que j'avais connu puisque j'en ai côtoyé des athlètes, des coéquipiers blessés,
Et du coup, je savais, voilà, un peu, ce que ça engendrait. Mais 1 an et demi, j'avais personne qui avait eu autant de temps, donc du coup, je me suis dit que ça allait être difficile et que fallait falloir vraiment que je regarde, proche de moi et pas, loin devant. La durée, on te l'a dit tout de suite que ça allait être très long? Oui, oui, alors pas pour refaire du sport de haut niveau, mais pour déjà, voilà, retrouver une vie normale et refaire un peu de sport, quoi. Mais pas du tout pour le haut niveau. On m'a dit, enfin, ils espéraient, mais ils avaient pas eu de cas, enfin ils a la le chirurgien, tout du moins, n'avait pas opéré une personne, jeune comme moi et qui avait, ensuite repris le sport de haut niveau. Donc en fait, ils pouvaient pas me dire si j'allais pouvoir reprendre le sport de haut niveau ou pas, quoi. Donc là, c'est vrai que ça a été, plutôt compliqué. Je peux imaginer parce qu'à l'époque, tu avais quel âge? J'avais 21 ans. Mmh. Donc j'étais au sommet, voilà, de ma carrière, au sommet de ma forme physique, pour le tumbling, donc du coup, c'était 1 an et demi, c'est beaucoup, quoi. Sur, 20 ans, c'est pas rien. Bien sûr et surtout, dans ta discipline, quoi. Parce qu'il y en a d'autres, concurrentes Oui, qui oui, n'attendaient bah, que oui, ça j'étais de pas prendre ta place. j'étais pas toute seule, donc c'est sûr que là, il y avait, d'autant plus, en plus, les petites jeunes 17-18 ans qui elles, commençaient, voilà, à performer, qui commençaient à avoir de plus en plus un meilleur niveau, donc c'est sûr que, se blesser pendant 1 an et demi, c'est laisser la place, pour que les autres puissent progresser pendant que toi, tu essaies de te remettre. Comment tu as géré ça, mentalement, le fait, qu'on annonce 1 an et demi, c'est déjà pas évident d'être blessé, mais alors de dire déjà le retour c'est dans 1 an et demi, quand je vois, les les joueurs actuels qui ont les ligaments croisés et que j'accompagne et qui sont déjà, perdus à l'idée d'attendre 9 mois, 1 an et demi, comment on gère? Heu, vraiment, faut pas regarder, loin devant 1 an et demi parce que là, on est clairement déprimé, puis on sait pas en plus si c'est possible, comment on va revenir, si est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va retrouver un niveau? En fait, on peut pas se poser toutes ces questions-là parce que sinon on déprime. Clairement, c'est la fin du monde, à notre niveau, bien sûr. Donc du coup, moi, ce que je faisais, c'était vraiment de regarder petit à petit, chaque chose, qui se présentait à moi, chaque progression, dès que je pouvais me lever, c'était une victoire. Dès que j'ai pu me laver mes les cheveux, c'était une victoire. Dès que j'ai pu reprendre un peu d'autonomie parce qu'au début, j'en avais pas du tout, que je pouvais plus rien faire. Même manger, c'était compliqué. Donc rien que, voilà, retrouver petit à petit de l'autonomie et après, voilà, chaque, chose que j'ai pu refaire était une victoire vers, mon objectif de pouvoir reprendre. Mais vraiment, je regardais ces petits objectifs et pas l'objectif lointain. Et comment tu faisais justement pour en faire des petites victoires? Parce que souvent on me dit: «Oui, mais bon, marcher, tout le monde sait le faire», et souvent c'est difficile d'en faire des petites victoires, quoi. Eh ben, oui, tout le monde sait le faire, mais toi, à l'heure d'aujourd'hui, tu ne peux plus le faire. Donc c'est une victoire personnellement. C'est une victoire pour ce que tu es aujourd'hui. Et il faut aussi arriver à dire, à pas oublier, mais à dire la personne que tu étais avant, oui, elle savait marcher, oui, je savais faire ci, je savais faire ça, mais en fait, elle n'existe plus cette personne, faut l'oublier. Enfin, faut la mettre de côté parce qu'en fait, tu seras plus jamais vraiment elle, puisqu'il t'est arrivé quelque chose. Donc ce qu'il faut juste, c'est se dire, voilà: «À l'heure d'aujourd'hui, je ne marche pas et quand je vais marcher, ce sera ma victoire parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne le fais pas». Faut regarder qui on est dans le moment présent et pas dans le passé ou dans le futur. C'est, primordial, hein, ce que tu dis de regarder qui on est, aujourd'hui, dans l'instant T. Parce que souvent on se rappelle, «Bah, ouais, mais j'étais quand même à ce niveau-là, j'étais, tel sportif» et c'est dur à faire le deuil. C'est ce qui est aussi le plus difficile. C'est difficile d'arriver à se dire: «Voilà, je suis plus cette personne, maintenant, je suis celle-ci» et surtout arriver à l'accepter. Parce que tant qu'on l'a pas accepté et qu'on est encore dans le passé, on a du mal à franchir ces étapes, en fait, ces petites étapes qui nous mèneront plus tard vers la grande échéance de pouvoir reprendre. Et toi, ça a été quoi, si tu avais des petits tips ou qu'est-ce qui t'a permis, bah, au fur et à mesure, de continuer d'y croire, de mentalement, travailler, physiquement aussi d'ailleurs? Des petits tips, je dirais que c'est vraiment moi, j'ai besoin de comprendre et vraiment de mettre tout en œuvre, pour que ce soit possible. C'est donc en fait, ça me permet aussi de me concentrer sur le présent. C'est-à-dire que j'ai regardé, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse en alimentation? Qu'est-ce qu'il fallait que je mange pour que ça guérisse plus vite? Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse comme renforcement? Qu'est-ce que j'avais le droit à l'heure d'aujourd'hui de faire?
comme renforcement pour que je puisse guérir plus vite ou que je puisse reprendre derrière plus vite avec les muscles nécessaires. Mais qu'est-ce que j'avais le droit et pas le droit. Donc en fait, mes tips, on va dire, c'était vraiment de regarder tout ce qui était possible et de me concentrer vraiment là-dessus. Et ta plus belle victoire, dans toute ta rééducation, ce serait laquelle? Ouais, mais la plus improbable, je pense que ça a été de refaire une traction. Je sais pas pourquoi, mais c'est le seul moment où j'ai versé une petite larme. Je sais pas, c'était un cas parce que comme ça touche le dos, recourir ou même remarcher ou c'était plein de choses, ça m'avait pas touchée. Mais refaire une traction, en fait, j'étais tellement loin alors que j'en faisais, beaucoup, je pouvais en faire 20 d'affilée et juste une, c'était impossible, j'ai mis trop de temps. Et du coup, refaire une traction, ça a été, waouh, ça y est, j'arrive à faire quelque chose de cool. Et donc la suite, bah, évidemment, rééducation, réathlétisation, tu pu vraiment reprendre au bout d'1 an et demi ou c'était plus rapide ou plus long? J'ai grugé. Non, j'ai un peu embêté mon chirurgien. À chaque fois que j'allais le voir, je lui dis: «Bon, quand est-ce que je peux reprendre?» Donc je l'ai un peu secoué parce que lui, il avait l'habitude quand même pas l'habitude des sportifs. Donc je me suis dit: «Bon, je suis jeune, je vais peut-être pouvoir guérir plus vite». Donc fallait que je le secoue un peu pour qu'il accepte, de changer un peu ses plans parce que lui, il avait l'habitude de retirer le matériel à 1 an et demi. Moi, ça faisait trop loin, ça me saoulait, j'avais déjà bien progressé, j'allais bien. Donc je me suis dit: «Est-ce que je peux gratter un peu quelques mois?» Et donc il m'a autorisé à retirer le matériel à 10 mois et à reprendre le tumbling à 12 mois, du coup. Donc Génial. j'ai pu quand même pas mal, avoir voilà, beaucoup plus de gagner du temps, quoi. J'ai pu, ça donc ça c'était important. Au final, c'était 12 mois d'arrêt ferme, mais voilà, c'est toujours mieux que 18 mois. C'est clair et du coup, qu'est-ce que ça enfin la suite, ça a été quoi? Alors du coup, après, bah, j'ai repris vraiment, bah, 10 à 12, j'ai eu de la réathlétisation puisque du coup, je m'étais fait réopérer. Donc il a fallu quand même si c'était moins traumatisant, ils ont quand même touché, voilà, au niveau de la colonne, réouvert au niveau du dos. Donc il a fallu quand même, re-renforcer. Donc à 12 mois, j'ai pu reprendre et là, bah, j'ai repris vraiment, tranquillement, sereinement, même si, bah, petit à petit, j'ai commencé à rencontrer quelques douleurs, mais surtout des peurs, que je n'avais pas avant puisque ça a créé un certain traumatisme. Donc ça, c'était pas cool et j'ai pu refaire les championnats de France par équipe en novembre, fin novembre. Donc ça a été très rapide. Et après, du coup, vraiment, pour retourner en équipe de France, j'ai voulu refaire la sélection des championnats du monde 1 an après, mais c'est là que je me suis fait, du coup, une fracture, à la cheville 1 semaine avant, pour bien Alors, clôturer. avant d'aller sur cette blessure, tu parlais de peur parce que, oui, ta chute, c'est traumatisant. Hem, comment tu as pu, bah, les apprivoiser et travailler là-dessus? Alors, oui, 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 j'ai eu en fait, ouais, j'ai rencontré, enfin, j'avais, je pense, peur avant, mais là, elle était dominante, elle me tétanisait, elle m'empêchait vraiment de faire, mes acrobaties. Du coup, j'ai été voir une hypnothérapeute qui m'a aidée, en fait, à travailler sur, le fait de revisualiser ma chute, ma blessure, sans avoir de sentiment envers, ou d'angoisse envers ce moment-là. Et c'est ce qui m'a permis, petit à petit de pouvoir refaire ces acrobaties en comprenant et en étant, voilà, plus neutre face à ce qui m'était arrivé et ne pas avoir un trop plein d'émotions, au moment où j'en parlais, quoi, où j'y pensais. Donc ça, j'ai travaillé petit à petit et puis après, bah, quand j'ai dû réellement refaire aussi l'acrobatie, j'ai dû, travailler sur moi en me disant que c'était normal que j'aie peur avec ce qui m'était arrivé et qu'il fallait que je passe au-dessus de cette peur pour pouvoir, avancer de nouveau, quoi. Et ouais, ce que tu dis, c'est important. C'est pas juste de balancer ta peur, c'est déjà d'en prendre conscience, d'accepter qu'elle est présente, mais pas de te laisser piloter par elle et plutôt, bah, voilà, de comment, je peux la mettre un peu de côté, parce qu'elle sera toujours là, hein, mais juste pas au moment, en tout cas, cruciaux où tu vas faire ton acrobatie parce que là, il faut te concentrer, à 100 quoi. Oui, bah, oui, pas me laisser submerger parce que, au final, c'est que comme ça aussi que je pouvais me reblesser si je faisais,
bah, voilà, que j'étais pas à 100 dans ce que je faisais, le risque, il était aussi de me refaire mal. Donc il fallait que je sois concentrée sur ce que je faisais et il y avait pas de raison, si je faisais les choses correctement, de me refaire mal. Et donc là, tu nous as, spoilé sur la suite avec ta blessure à la cheville. Hem, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, oui, parce que sinon, à reprendre, aller au championnat du monde en 1 an, c'était trop facile. Fallait un peu de suspense. Ouais, bah, en fait, à 1 semaine des championnats du monde, j'étais prête, j'avais le niveau, tout était OK. Je fais un passage, voilà, le passage de compète parce que, bah, je suis prête, je le répète et là, je sais pas, à l'arrivée, j'arrive un tout petit peu court, donc c'est même pas une erreur, en fait. J'ai fait ce qu'il fallait et c'est mon corps, en fait, qui a pas tenu, la cheville a pété. Donc là, beh, au lieu de prendre en plus, 6 semaines comme un os habituel, ben, c'était un os très peu vascularisé, donc j'ai pris, beh, 3 mois. Donc sympa, vraiment sympa. C'était quoi ton contexte dans lequel parce que les blessures, n'arrivent jamais par hasard. Et qu'est-ce qui se passait à ce moment-là pour toi, C'était presque arrivé, je pense. Du coup, j'avais aussi bien sollicité mon corps pendant 1 an, que est-ce qu'il était pas tout à fait prêt? Est-ce qu'il y avait un déséquilibre possible? Je pense, parce que j'ai eu une greffe aussi, j'ai eu le dos, mais j'ai eu une greffe d'un morceau de bassin. Donc du coup, peut-être que j'étais encore un peu déséquilibrée et du coup, quand je suis arrivée finalement sur mes 2 pieds, bah, j'étais peut-être, en fait, un peu décalée et donc sur un pied, ce qui fait que, bah, ça a forcé pendant peut-être 1 an, en fait et là, ça a dit: «Stop, en fait, tu peux pas continuer comme ça». Donc ça, c'est possible et parce qu'il y avait pas de raison après voilà, à part peut-être un peu de psychologique d'appréhender de revenir, en équipe de France qui est aussi fort probable. Bah, voilà. Du coup, ça a cassé. quoi pour toi l'enjeu, donc c'était revenir pour la première fois, depuis l'accident du dos en équipe de France? C'était, bah, du coup de te confronter à nouveau à des concurrentes, bah, qui ont progressé pendant 1 an? C'est quoi le plus dur, dans le fait de revenir? Et l'enjeu, c'était clairement de faire partie des 4 filles, qui partaient ensuite pour les championnats du monde. Pendant les 3 mois d'arrêt, j'ai regardé les championnats du monde encore de mon canapé. Et comment tu te sentais justement, à nouveau blessée? La première souvent ça peut passer. Là, ça a été dur, dur parce que c'était pas spécialement long en termes de 3 mois par rapport à ce que je venais de vivre, mais ça s'accumulait. Donc ça faisait finalement, au final, je vais avoir mes 1 an et demi d'arrêt, mais ouais, j'ai eu 3 mois de plus, donc là, moralement, même si j'avais réussi mon retour, en fait, j'avais l'impression de repartir à 0. Je devais encore refaire tout ce que j'avais fait. Même si c'était pas autant, moralement, ça m'a vraiment foutu un coup au moral. J'ai mis un peu de temps en me disant: «C'est pas possible, le sort s'acharne, qu'est-ce qui se passe?» Et j'ai dit mais bon, je me suis accrochée en me disant: «Bon, bah, il faut encore repartir et voilà, ça va fonctionner un jour. Il faut y croire». C'était quoi le truc le plus démotivant pour toi? Pour ma cheville, ce qui a été le plus démotivant, bah, c'était de rater encore un championnat du monde. Je pensais, en fait, fermer cette page et pour moi, elle était encore ouverte, quoi. D'ajouter, en fait, des choses, des pierres à mon bateau pour qu'il coule encore, quoi. C'était un peu la sensation que j'avais. Je voulais me sortir de ce bateau parce qu'il m'enfonçait un peu vers le bas et on m'y laissait et on me mettait des pierres en plus là-dedans. Donc j'étais pressée de sortir de là pour pouvoir vraiment tourner la page, quoi. Fallait que pour moi, hein, dans ma tête, il fallait que je revienne en équipe de France. C'était mon objectif pour pouvoir tourner la page. Donc il fallait que je revienne, quoi qu'il arrive. Je savais pas comment, mais c'était ce qui me permettrait de tourner la page. Sinon, si j'avais arrêté sur ça, je pense que j'aurais eu un goût amer, toute ma vie. J'aurais peut-être dû faire autrement ou apprendre d'autres choses, mais sur ce qui s'est passé, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et c'est souvent même, dramatique pour certains sportifs parce que finalement jamais, bah, ils arrivent à retourner, là où ils étaient, au niveau, bah, national. Toi en tout cas, tu l'as réussi. Oui, bah, oui, du coup, j'ai réussi à revenir en équipe de France derrière voilà, en m'acharnant et en mettant tout ce qu'il fallait pour parce que j'ai eu, bah, voilà, plein de difficultés. J'ai eu des douleurs restantes au dos qui m'ont un peu empêchée de continuer. J'ai eu, bah, ma cheville, moralement, voilà, ça a des fois été compliqué. J'ai eu faire face à la peur. En fait, à chaque problème, j'ai essayé de trouver là une solution pour que ça puisse, petit à petit fonctionner, quoi. Et moralement sur cette deuxième blessure, hem, comment tu as réussi, enfin déjà c'était quoi le plus difficile moralement? Et est-ce que c'était par exemple le fait d'être seule, voilà, de peut-être refaire les mêmes étapes en rééducation? Enfin voilà, c'était quoi le plus dur?
Et comment tu y as fait face? Sur cette deuxième étape, bonne question, non, d'être seule, ça, j'ai toujours été très, très bien accompagnée. Je pense que c'est ce qui m'a aidée d'ailleurs, parce qu'à chaque difficulté, j'avais quelqu'un à qui parler, pour essayer de comprendre, parce que j'ai aussi besoin de comprendre pour pouvoir avancer. Dès qu'il y avait une situation en fait qui m'échappait ou que je comprenais pas ou pourquoi ça m'arrivait ou j'essayais de discuter beaucoup, beaucoup, que ce soit avec ma famille, mes amis, mon coach pour, comprendre ce qui se passait, mettre des mots et pouvoir du coup mettre les moyens pour, enlever ces soucis ou du moins, voilà, les atténuer ou enfin voilà, suivant ce que c'était et je pense que ça m'a beaucoup aidée à passer au-dessus, des difficultés. Je pense qu'être bien entouré, Ouais. c'est hyper important. Mais bien sûr, parce que souvent on a tendance à se renfermer, à rester seul, le soutien il est là les 1res semaines et après plus rien. Mais c'est un vrai enjeu, hein, de rester entouré et d'en parler. Oui, c'est vrai que quand on se blesse de suite, on a tout le monde qui nous souhaite le meilleur, que ça va aller, qu'on va se rétablir. On a énormément de messages et de soutien, et après ça s'atténue très, très vite et on n'a plus rien, ça c'est évident et on était meilleurs fois 16, on nous regarde comme si on n'avait jamais rien fait. Donc perdre tout ça, c'est difficile, c'est sûr, mais c'est là aussi qu'on voit, les personnes chères, les personnes qui nous soutiennent, pour ce qu'on est et pas pour, l'image qu'on reflète et ça, c'est important parce que ça permet vraiment de voir les comme on dit, les vraies personnes qui nous entourent et du coup, moi, j'ai pu vraiment le constater et ça, je ne l'ai pas oublié. Je sais pas si, en tumbling, est-ce que vous avez besoin vous de sponsors, personnels? Que ça a été un enjeu ça pour Ouais, après on est jeunes, donc souvent on est encore chez nos parents, vu qu'on arrête, pas, assez enfin, on arrête assez jeune, on va dire. Mais moi, j'avais déjà 21 ans, j'étais en études de kiné. Et donc il allait commencer à falloir que je trouve, un moyen de financer parce que, c'est pas ce qu'on gagne en Tubli enfin les aides on va dire qu'on va avoir, c'est pas grand chose. On peut pas vivre de ça. Donc là je me suis dit: «Ouais, il faut que je trouve, des sponsors pour pouvoir continuer ma carrière». Et j'ai envie aussi de raconter cette histoire. Je pense que ça m'a aussi aidée, à en parler beaucoup et du coup de ça aide aussi à comprendre parce qu'il y a des choses peut-être 2, 3, 4 ans après que j'ai compris aussi, que j'avais peut-être pas compris sur le coup et qui permettent, aussi de passer donc ça je me suis dit: «Pourquoi pas, aller vers les réseaux sociaux et essayer de trouver des sponsors via les réseaux sociaux pour pouvoir continuer ma carrière». et ça du coup tu as mis ça en place après ta blessure ou là tu t'es dit: «Ouais, c'est vraiment important»? Ou c'était pendant ta rééduc, Oui, c'est après en fait ma fracture de cheville, je l'ai eu en fait, je me suis blessée au dos en septembre. L'année d'après, septembre, donc septembre 2013, septembre 2014, je reprenais, le tumbling. Septembre 2015, j'étais prête, mais je me fracture la cheville et du coup, c'est en décembre 2015 que je crée les réseaux sociaux, donc avant de revenir en équipe de France, où là, je me dis: voilà, si je veux revenir, il faut des moyens financiers, il faut pas que ce soit un stress. Je vais raconter mon histoire, et que je revienne ou non en équipe de France, je raconterai ce qu'il en est, quoi. et donc tu disais, que tu as compris certaines choses, 3-4 ans, après. C'était quoi tes prises de conscience? Je sais plus quel moment j'ai compris les choses, mais je sais que ça s'est fait aussi petit à petit, sur le coup, voilà, il y a des choses qui se passent, mais, par exemple, que j'ai créé mon programme abdos, en fait, quand je me suis fait mal au dos, après, en fait, j'avais des douleurs résiduelles et du coup, ça m'a aussi un peu handicapée et en fait, j'étais en études de kiné à ce moment-là, donc, j'ai fait mon mémoire de recherche, sur, les abdos, les différentes techniques qui existent et qu'est-ce qui pouvait, voilà, permettre d'éviter le risque de blessure ou de renforcer le caisson abdominal pour, limiter le risque de blessure et je me suis, voilà, petit à petit, en fait, construit, par essai-erreur, on va dire et plus mes études, un programme, qui me permettait de ne plus avoir de douleur de dos. Du coup, ça m'a permis aussi de continuer, le tumbling et encore à l'heure d'aujourd'hui de faire du sport, grâce à ce programme puisque je le fais régulièrement pour ne pas avoir de douleur de dos. Mais ça, c'est venu, voilà, petit à petit. C'est après que j'ai pris conscience puisque je l'ai sorti, en fait, en 2020, au public, au grand public, quoi. Je l'ai sorti de manière à ce que les gens puissent le faire chez eux. Voilà, ça s'est fait, en fait, un cheminement petit à petit et j'ai compris petit à petit que j'avais créé quelque chose sans même, enfin, je l'avais fait pour moi et en fait, j'avais créé quelque chose sans le vouloir. Mais oui, c'est top. Tu en as fait une spécificité finalement, une niche dans ta carrière de kiné. Après cette blessure à la cheville,
Donc on a dit, tu es revenue en équipe de France, tu as à nouveau performé. Oui, ouais, je suis revenue, ouais, en équipe de France et du coup, avec, les filles, voilà, en équipe, on a refait des médailles. Donc après ça, on en a fait en championnat d'Europe et au championnat du monde. Donc avec pas tout à fait les mêmes équipes, mais voilà, du coup, ça a permis. Puis, refaire une médaille au championnat de France aussi, donc ça voilà, j'ai pu revenir, refaire des choses, me faire plaisir, retrouver un niveau, voilà, qui me convenait, qui était meilleur, du coup, que celui avant que je me blesse et du coup, voilà, après j'ai pu dire, «Bah, c'est bon, j'ai fait le tour de ce que je voulais, dans le tumbling, ça me convient. Je peux arrêter, tranquillement». Est-ce que tu peux dire que c'est tes blessures qui t'ont aidée à revenir encore plus performante? Ouais, je pense. Bah, ça, voilà, c'est une autre des choses qui peut-être je comprends, voilà, plus tard. Ouais, parce que je pense que ça m'a permis déjà de faire une pause aussi psychologiquement. Ça permet, voilà, d'un retour aux sources, de faire d'autres choses. Donc ça m'a fait un petit temps mort en quelque sorte. Donc j'étais, revenue avec une énergie nouvelle et du coup ça m'a permis, voilà, d'apprendre des nouvelles choses et de faire un peu autrement, de travailler autrement. Et du coup je pense que oui, ça a aidé, à ce que je puisse, être meilleure du coup. Et quand tu dis apprendre de nouvelles choses, c'est dans le tumbling ou Oui, bah, j'ai clairement appris de nouvelles choses en tumbling. C'était en tumbling surtout, mais après j'ai appris, voilà, des nouvelles, facettes de moi, de ma perception des choses, comment travailler, voilà, l'importance du repos. Parce qu'avant le repos, je supportais pas. Dès qu'on me donnait un jour de repos, j'étais en stress parce que je me disais: «Oui, mais je vais perdre tout ce que je sais faire en un jour alors que c'est stupide», des choses comme ça. Donc c'est vrai que ouais, voilà, notamment le repos parce que finalement c'est la cause de, de ma blessure. Donc derrière, j'ai appris à me dire: «Ben non, en fait, le repos, il fait partie intégrante de l'entraînement. On en a besoin et il le faut». Donc maintenant, je suis beaucoup plus à l'écoute, par rapport à ça. J'ai énormément appris sur ça et j'hésite pas, voilà, à faire du repos si maintenant je le sens. Puisqu'en fait, j'ai toujours eu tendance à me pousser, à me dire: «Vas-y, tu une flemmarde, tu fais pas ce qu'il faut». Alors que quand je faisais ça, c'est que j'étais déjà un peu, au plus bas, que j'étais trop fatiguée. Donc en fait, quand je ressens ça, je me dis: «Bah non, c'est qu'en fait, tu es déjà fatiguée, donc repose-toi». tu écoutes davantage ton corps, quoi? Ouais. Et c'est souvent les signaux, qu'on veut pas écouter, mais le corps lui parle, hein, depuis toujours. C'est juste, bah, déjà on n'a pas appris à l'écouter. C'est vrai qu'il y a des signaux qui nous disent, «Il faut faire attention, tu es trop fatigué», mais en fait, moi, j'étais dans un cercle où je me disais, parce que j'avais aussi des coéquipières qui avaient besoin d'être secouées. Il y a des athlètes qui sont comme ça, qui ont besoin d'être secoués pour avancer. Et moi, je suis pas du tout comme ça. Moi, j'adore m'entraîner, j'adore le sport. Donc en fait, j'ai pas besoin du tout qu'on me secoue. Si on me secoue, c'est que je commence à être fatiguée et qu'en fait, c'est là qu'il faut dès qu'on commence à me secouer, c'est qu'en fait, il faut que je m'arrête. Et ça, je l'avais pas compris. Pour moi, il fallait, bah, du coup, à un moment donné, peut-être me secouer parce que, bah, j'étais fatiguée, mais il fallait quand même me secouer. Donc je m'auto-secouais aussi et c'est ça, voilà, c'est ça que vraiment j'ai mis du temps parce que, voilà, le fait d'être jeune, de pas s comprendre tout ça. Entourage aussi de voir les autres qui se faisaient secouer, je me disais: «Moi aussi, il faut que je me fasse secouer, il faut que je me secoue». Mais en fait, non, on n'est pas tous pareils, on n'est pas tous égaux et donc il faut s'adapter. Et donc, bah, ta carrière en tumbling, s'arrête. Tu décides en tout cas d'arrêter, ta carrière là-dedans. Puis quelle est la suite? Ouais, je décide du coup en 2019 de mettre un terme à ma carrière. Je termine, voilà, par un petit championnat de France par équipe, où voilà, je peux me faire plaisir avec un niveau moindre, tranquillement. Et après, après en fait je me tourne, donc je me dis: «Beh, je vais pas arrêter le sport, c'est juste pas possible». Donc faut que je trouve, quelque chose où je vais m'investir à fond, mais autrement. Parce que j'avais quand même beaucoup donné pour le tumbling, donc je pouvais pas retourner dans quelque chose d'aussi strict, d'aussi, comment dire? Enfermé, codifié. Donc du coup, je suis allée vers le surf, qui a totalement rien à voir, que ce soit physiquement, que ce soit par rapport à la nature, les mentalités, enfin rien à voir. Donc ça me convenait parfaitement parce que j'avais besoin de cette liberté de voir loin quand je m'entraînais, de voir la nature, de m'apaiser et ça m'a fait un bien fou pendant, du coup 2 ouais 3 ans, j'ai fait du surf à fond par contre, je m'entraînais à fond. Mais voilà, totalement différemment. Tu disais que tu t'entraînais à fond parce que tu avais de l'ambition dans ce sport ou non, c'était vraiment, un échappatoire? Je me disais que voilà, je m'entraînais à fond pour voir jusqu'où je pouvais aller. Alors j'avais pas d'objectif particulier dans ma tête. Je me disais: «Je m'entraîne et je verrai où ça me mène».
parce que je pense que, voilà, je savais que c'était peut-être pas mon sport, de prédilection, on va dire et que j'avais besoin de ça pour couper. Donc au fond de moi, voilà, je me disais: «Je m'entraîne à fond parce que j'ai besoin et j'aime ça, mais je verrai bien où ça mène». Donc après j'ai fait des petites compètes, tout ça sans vraiment savoir où j'allais vraiment, ouais. Et puis, après ça, tu décides, d'écouter finalement, ton rêve de petite fille. Et oui, parce que du coup, je me suis dit en fait, si je reprends quand je disais que j'ai essayé tous les sports jusqu'à mes 12 ans, j'avais testé plein de sports, mais je n'avais jamais testé l'athlétisme et donc je suis allée vers le tumbling et puis c'est en fait au collège, fin du collège, genre je sais même plus quel âge on a, 14 ans, 4 ans, 14-15 je pense et pendant mes études en STAPS pour rentrer en kiné, que du coup là j'ai pu tester l'athlétisme puisque ça faisait partie du cursus, sport. Et donc notamment le 100 mètres où à chaque fois, on a voulu me recruter, on me disait: «Allez viens à l'athlétisme, viens faire de l'athlétisme» et je disais: «Beh non, moi je fais du tumbling, je kiffe le tumbling, je vais pas changer de sport». Mais du coup, c'était resté dans un coin de ma tête en me disant: «Bah, quand j'arrêterai le tumbling, au moins, voilà, je pourrais aller vers un autre sport qui sera le 100 mètres». Même ma mère, on en a reparlé il y a pas longtemps, elle me disait, à chaque fois qu'en fait ça se passait pas bien au tumbling, que bah, des fois je rentrais d'entraînement épuisée en me disant, «Ça me saoule, ça me saoule ce sport, j'en ai marre» parce que j'étais fatiguée, voilà, ça arrive et ma mère me dit: «Beh, si tu n'aimes plus le tumbling, c'est pas grave, va à l'athlétisme, tu peux aller à l'athlétisme, donc il y a pas de souci, tu arrêtes» et bon après, bah, voilà, ça passait, et je retournais à fond au tumbling. Mais voilà, c'était toujours resté dans un petit coin de ma tête et là, bah, du coup que j'avais fait le surf, j'avais coupé, bah, j'avais besoin de retrouver quelque chose quand même, qui me correspond et d'explosif, qui soit indirectement hyper proche du tumbling, où on retrouve un peu, des similarités, quoi et donc bah, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas commencer à 32 ans, après ma petite fille, le sprint? Mieux vaut tard que jamais». Et oui, parce que je pense que vraiment toutes les mamans, qui ont un petit bout se disent: «Mais oui, je vais me mettre au sprint». C'est vraiment le sport qui nous Jamais, sprint, c'est évident. c'est évident. Je crois qu'il y a eu un petit bug à ce moment-là dans mon cerveau. Non, mais je me suis dit: «C'est vrai, en fait, c'est un rêve, pourquoi pas, le commencer maintenant?» Après, bah, voilà, peut-être que je sais pas où j'irai, peut-être que voilà, bah, déjà là, j'ai été jusqu'aux régions, donc moi, je suis déjà très contente. Donc voilà, peu importe où ça mène, en fait, je me dis: «Le chemin, il est juste, trop cool, quoi, il est trop excellent». Enfin, je me dis: «C'est un beau défi quoi qu'il arrive», donc et j'apprendrai encore, je sais, j'ai déjà appris là en 1 an, mais j'apprendrai encore plein de choses sur moi, sur la vie, donc en fait, c'est que du bonus, je trouve. Et oui, parce qu'en fait, tu t'es mis au sprint et quelques mois après, tu es tombée enceinte. Oui, alors voilà, en fait, c'est en août, je me suis dit: «Bon, ben, allez, je me lance, au sprint, je commence» et en fait, beh, début septembre, je tombe enceinte, donc je me dis: «Bon, bah, non, en fait, ça va pas être là». Donc ouais, j'avais l'ambition de commencer avant de tomber enceinte, mais voilà, j'avais prévu, je m'étais dit: «Bah, je peux tomber enceinte, on verra bien». Voilà, je ferai au feeling, quoi, je me prends pas la tête, et du coup, bah, c'est arrivé comme ça et donc finalement, c'est après mon accouchement que je me suis dit: «Là, je m'y mets à fond». Bon, à fond, avec la petite fille, c'est un petit bébé, c'est pas évident. En tout cas, ça t'a pas empêché, de garder cette envie-là et cette ambition de faire du sprint. Ah non, pas du tout. Non, non, je me suis dit, au contraire, ça m'a donné un peu une ligne directrice, quelque chose, après, hein, que pendant la grossesse, c'est long et je pouvais plus faire, comme je voulais, donc je m'ennuyais et moi, rester sur le canapé à rien faire, ça me saoule. Donc du coup, bah, je devais être patiente. Comme j'ai eu une grossesse compliquée, j'étais beaucoup plus alitée aussi. Donc j'ai vraiment eu le temps du temps, un peu trop. Donc là, je me venge aussi. Mais voilà, du coup, ça me donnait en fait un derrière à me dire: «Bon, sois patiente, repose-toi et derrière tu pourras reprendre tranquillement, voilà, sois patiente». C'était facile pour toi justement la reprise, le changement du corps? Ça a pas été évident, clairement le corps est bien, bien traumatisé. On l'assimile rarement à une blessure parce que c'est un événement heureux d'avoir son petit bébé et c'est vrai, clairement. Mais ça n'empêche pas que le corps, lui, est traumatisé et on peut, voilà, dire que c'est une blessure, le corps est blessé et qu'il faut le réentraîner comme si on avait été blessé et donc reprendre doucement, petit à petit, pour retrouver un corps, fonctionnel. Clairement, c'est comme une blessure et comme moi je l'avais déjà vécu avec mon dos, bah, je savais par quoi il fallait passer et ce qui m'attendait, quoi, donc
voilà, je fais ça tranquillement. Ouais, combien de temps t'as mis, bah, voilà, pour reprendre, la course, après, le sprint, et cetera? J'ai repris la course à pied au bout de 6 semaines, alors vraiment, doucement, petit à petit. Voilà, marche, course alternée. Je l'ai fait, voilà, petit à petit en accord avec ma kiné et au ressenti. Et après, le sprint, je l'ai repris, en début septembre, donc ça faisait, beh, 3 mois et demi, quasiment 4 mois, mais parce que, bah, voilà, c'était les vacances, c'était août, donc il y avait pas de reprise. Mais voilà, vers, ouais, 3 mois et demi, 4 mois, j'ai pu reprendre. J'avais repris avant la muscu. J'ai repris il y a 6 semaines la muscu à peu près aussi. Et on va dire à 3 mois, le sprint, quoi. Après, c'était tranquille, hein, parce que le corps, il a été long à se remettre, donc même si j'ai repris le sprint, bah, j'ai adapté petit à petit pour, que je puisse progresser, doucement sans, bah, créer de nouveaux problèmes. Parce que si on va trop vite, le corps lui, il se remet pas et ça engendre des problèmes derrière. Et aujourd'hui, tes objectifs? Bah, si je pars sur le sprint, là, beh, du coup, j'ai été jusqu'aux régions et j'aimerais bien, dans l'idéal, aller jusqu'aux championnats de France l'année prochaine. Donc je vais faire ce qu'il faut pour, il y a du boulot, donc ça va dépendre aussi de mon corps, enfin voilà, si je peux augmenter la charge petit à petit, s'il y a pas de blessure parce que voilà, on est toujours borderline entre la progression et la blessure, donc faut vraiment que voilà, je fasse très attention et que je sois très à l'écoute. Mais voilà, avec, bébé aussi, c'est pas simple à gérer, donc je vais faire au mieux, mais voilà, c'est un des objectifs. Après, au niveau professionnel, je fais des coachings, privés et j'ai des programmes sport santé, notamment, bah, mon programme abdos pour les douleurs de dos. Donc voilà, j'essaie de sortir régulièrement des programmes, pouvoir aider, le plus grand nombre de personnes pour qu'ils puissent faire du sport, sans douleur et puis, se remettre en forme, voilà, dans de bonnes conditions. Et puis perso, bah, c'est, continuer, de kiffer ma vie, avec, mon conjoint, et ma petite fille. Dernière question, si tu pouvais remonter le temps, qu'est-ce que tu dirais, à la petite Lauriane? Fais ta vie, continue comme tu fais, de toute façon tu vas kiffer, tout tu vas kiffer, chaque jour. Parce que voilà, peu importe les difficultés qui t'arriveront, tu rebondiras et tu kifferas. Et enfin, du coup, quel message t'aimerais transmettre, aux auditeurs, qui ont pu, vivre ou qui vivent une blessure? Il faut être patient. Clairement, c'est la clé, la patience. Il faut faire, les étapes les unes après les autres, ne pas vouloir aller trop vite et pour finir, il faut croire en soi, continuer, peu importe les difficultés, il faut continuer à croire en ce qu'on veut et heu et ne pas lâcher même, voilà, si c'est par moments très difficile, ben, il faut souffler un bon coup et repartir petit à petit et ça finira toujours par payer à un moment donné, même si voilà, on change un objectif, ça veut pas dire qu'on doit pas changer de chemin. L'important, c'est qu'on soit en accord avec nous-mêmes et qu'on accepte le chemin qu'on prend. Mais peu importe le chemin, même si c'est pas le même qui était au départ, on peut changer de chemin et être heureux quand même. Très, très belle phrase, pour, clôturer, cet épisode. Merci Lauriane. Où les auditeurs peuvent te suivre? Alors ils peuvent me suivre, sur mon compte, Instagram Lauriane-Lamperin et retrouver tous mes programmes, sport santé et mes coachings privés directement sur mon site internet en tapant, Lauriane Lamprin. Top, merci. Avant de nous quitter, est-ce que, tu aurais, 1 ou 2 fêlés que tu aimerais écouter, sur ce podcast? Oui, pourquoi pas des personnes blessées, des sportifs blessés, il y en a pas mal, mais un qui a une belle histoire selon moi et difficile, je sais pas si tu connais le gymnaste, Samir Saïd Ben, tu qui es la s'est 3e blessé aux Jeux personne. olympiques. Voilà. Voilà, c'est vrai que c'est une belle histoire que finalement il continue d'écrire et je trouve c'est top, quoi. Parce que, voilà, il y a la blessure, il y a le retour et il y a après tout ce qui peut se passer après, hein. Même si c'est une page qui est tournée quand on a une blessure, ben, tout ce qu'on écrit derrière, il y a quand même un lien, indirect avec cette blessure et du coup, c'est vrai que je pense que, voilà, il a une belle histoire qu'il pourrait raconter.
Et alors on est d'accord, majoritairement dans ce podcast avec ça, donc on n'a plus qu'à espérer que Samir, passe, sur ce podcast, très bientôt. Bah, il y a pas de raison. Il est top comme gars alors, s'il a la possibilité et le temps pour le faire, il le fera. Génial. Merci beaucoup Lauriane pour, cet échange, très inspirant, plein d'optimisme et de lucidité et puis, je te souhaite, tout de bon, comme on dit ici, pour la suite. Avec plaisir, merci beaucoup, merci à toi, merci à tout le monde pour votre écoute. Merci. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode de Fêlez, votre blessure vaut de l'or. J'espère que notre échange vous a inspiré à voir vos propres épreuves sous un nouveau jour. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Pour ne rien manquer de sa sortie, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et de me suivre sur les réseaux sociaux sensation.coaching. Cet épisode vous a touché ? Pensez alors à le liker, le commenter, le partager autour de vous et à laisser une note positive. Ça m'aide énormément à faire grandir cette belle communauté de fêlés. Si vous avez envie d'entendre l'histoire de votre sportif préféré qui a su rebondir après sa blessure, écrivez-moi directement. J'adorerais connaître vos suggestions. Enfin, si vous souhaitez aller plus loin dans votre propre parcours et bénéficier de mon accompagnement en coaching, en individuel ou en collectif, rendez-vous sur sensation-coaching.com. À très bientôt pour de nouveaux témoignages inspirants et d'ici là, prenez soin de vous.